Vous savez, quand on pense à la construction d'une maison, on imagine en général un processus hyper fragmenté. Ouais, c'est clair. On fait appel à plein de gens différents. Exactement. On engage un architecte pour faire les plans, ensuite on appelle un plombier, après un électricien, un menuisier. C'est un vrai puzzle, quoi. Voilà, et c'est un équilibre assez délicat à maintenir pour le propriétaire. Chaque spécialiste apporte sa petite pierre à l'édifice. Bah oui. Mais en tant que proprio, on garde quand même le contrôle global du chantier. Hmm. On sait à peu près où passent les câbles, on comprend comment l'ensemble fonctionne en fait. Alors, je nuancerais peut-être juste un peu cette idée de contrôle. Ah oui. Ouais, parce que ce n'est pas seulement une question de pouvoir sur le chantier. C'est surtout une question de compréhension systémique. D'accord, je vois. On aime bien l'idée de diversifier les compétences pour ne pas dépendre d'un seul artisan, certes. Bien sûr. Mais l'enjeu fondamental, c'est que le jour où un tuyau cède en plein hiver, on a une idée assez précise de comment couper l'arrivée d'eau. Ouais, c'est pas faux. La connaissance technique est répartie, mais elle reste à notre portée. Voilà, c'est exactement ça. Elle reste accessible. Mais alors imaginons un instant un scénario totalement différent. Dites-moi. Imaginez qu'un méga entrepreneur arrive direct devant votre terrain vague. Il a ses propres plans sous le bras, D'accord. ses propres matériaux qu'il a importés lui-même, ses propres ouvriers hautement qualifiés, Le pack complet, quoi. le pack ultra complet. Et pour couronner le tout, il pose carrément une valise pleine de billets sur la table. Ah ouais, carrément. Et il dit, écoutez, on s'occupe d'absolument tout. De la première pelletée de terre jusqu'à la dernière tuile. Et on avance même l'argent des travaux. C'est tentant. Très tentant. Ben oui. Le chantier démarre, ça avance à une vitesse fulgurante. C'est spectaculaire à voir. Je l'imagine bien, ouais. Sauf que, soudainement, on vous remet les clés. Mhm. Et là, vous réalisez que vous ne savez même plus comment changer une ampoule vous-même dans cette nouvelle maison ultra moderne. C'est une métaphore vraiment redoutable, ça. N'est-ce pas? Ouais, parce qu'elle illustre parfaitement le grand dilemme géopolitique de notre époque, en fait. La fameuse dépendance économique par l'infrastructure. Mhm. Exactement. On obtient une efficacité redoutable à court terme, ça c'est indéniable. Un résultat hyper rapide, tangible. Voilà. Mais au prix d'une perte d'autonomie potentielle qui est colossale sur le long terme. C'est clair. C'est un terrain de jeu très complexe. La frontière entre, disons, un partenariat stratégique bénéfique pour les deux et une dépendance technologique totale, elle est super fine. Hmm. Bon, alors décortiquons un peu tout ça aujourd'hui, Allons-y. parce que ce scénario de la maison clé en main, c'est très exactement la dynamique qui remodèle l'économie de l'Algérie en ce moment même. Avec la Chine dans le rôle du méga-entrepreneur. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on plonge dans une pile vraiment fascinante de rapports économiques très récents, Ouais. des notes de think tanks, des articles financiers qui analysent cette bascule géopolitique majeure. Et les chiffres sont fous. Les chiffres donnent le vertige carrément. Ah bah oui. Nos sources parlent d'un investissement massif de près de 7 milliards de dollars de la part de Pékin en Algérie. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. Les échanges commerciaux sont prévus pour atteindre un record de 15 milliards de dollars d'ici 2025. C'est une accélération dingue. Donc notre mission dans ce décryptage d'aujourd'hui, elle est double. Ouais. D'abord, comprendre comment cette manne financière incroyable tente de sortir l'Algérie de son addiction historique au pétrole et au gaz. Le fameux problème des hydrocarbures. Voilà. Et ensuite, on va surtout examiner les défis immenses, les pièges parfois invisibles, que pose cette dépendance grandissante envers un partenaire étranger unique. Et je pense que pour poser le cadre, il faut vraiment préciser pourquoi notre auditoire devrait s'en soucier. Ouais, pourquoi ça nous concerne tous au final? Exactement. Parce que ce qui se passe là-bas, entre Pékin et Alger, ce n'est pas juste un petit accord bilatéral isolé. Non, c'est bien plus grand. C'est un vrai laboratoire à ciel ouvert. C'est le modèle qui est en train de recabler entièrement les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et ces chaînes logistiques, c'est ce qui dicte le prix de nos téléphones, de nos vêtements, de tout en fait. Absolument tout. Les sources qu'on a épluchées, et notamment les récentes déclarations de l'ambassadeur chinois en Algérie, Li Guangli, Ouais, elles mettent en lumière ces 7 milliards d'investissements, non pas comme un simple chèque, mais comme quoi alors? comme un point de bascule. Ce n'est pas une simple transaction où l'on achète 3 camions et 2 grues, quoi. D'accord. C'est le déploiement fulgurant d'une architecture physique pérenne. La Chine devient vraiment l'architecte qui redessine physiquement tout le paysage industriel algérien. C'est frappant dit comme ça. Mais du coup, avant même de regarder ce qui se construit avec ces milliards sur le terrain, je me pose une question toute simple. Je vous écoute. Pourquoi? En fait,
Qu'est-ce qui motive Pékin à mettre autant de capitaux, autant d'ingénieurs, ici spécifiquement? C'est la bonne question à se poser au départ. En lisant les rapports, j'ai vu 4 atouts majeurs de l'Algérie qui reviennent tout le temps. Ouais, les fondamentaux. D'abord, des ressources naturelles hyper abondantes. Et on ne parle pas du tout que d'hydrocarbures. Non, beaucoup de minerais aussi. Ensuite, une position géographique très très stratégique, avec cette immense côte sur la mer Méditerranée. C'est crucial, ça. Troisièmement, un marché intérieur vaste qui a un besoin criant de nouvelles infrastructures. Bah, ils ont tout à construire ou à moderniser. C'est ça. Et enfin, son rôle géographique de porte d'entrée directe vers le reste de l'Afrique. Ouais. En mettant toutes ces pièces ensemble, j'ai eu l'impression que l'Algérie, pour la Chine, c'est comme un billet VIP. Un billet VIP. Ouais, un accès total, un pass qui ouvre les portes du marché européen au nord via la Méditerranée, tout en déverrouillant le continent africain au sud. C'est une super analogie. Et si on connecte ça à une vision plus globale, Mhm. on comprend tout de suite que cette offensive économique, elle ne sort pas de nulle part. Elle est calculée. Oh que oui. Elle s'inscrit avec une précision quasi chirurgicale dans la stratégie chinoise des nouvelles routes de la soie. La fameuse Belt and Road Initiative. Exactement. Le but de Pékin, depuis des années, c'est de créer d'immenses corridors économiques entre l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. C'est un projet titanesque. Et si on regarde une carte du point de vue d'un logisticien de Shanghai, Ouais. l'Algérie, c'est pas juste un pays sur une liste Excel, c'est un carrefour logistique absolument critique. D'accord. Posséder des ports de classe mondiale là-bas et des réseaux de trains hyper fluides, c'est s'assurer la maîtrise des marchandises pour le demi-siècle à venir. C'est sécuriser l'approvisionnement en matières premières pour leurs usines en Chine, tout en créant une route parfaite pour vendre leurs produits finis. C'est gagnant-gagnant pour eux. Donc la Chine achète en gros les péages et les autoroutes de l'économie de demain. C'est un peu l'idée, oui. Mais bon, il y a deux côtés à cette équation. Bien sûr. Et nos sources insistent lourdement sur la perspective algérienne. Parce que la vraie question, c'est que gagne l'Algérie là-dedans? C'est là qu'on touche au point névralgique du dossier. La faille systémique de leur économie, quoi. L'urgence absolue de sortir du fameux piège des hydrocarbures. L'addiction au gaz et au pétrole. Pendant des décennies, leur économie a tourné presque uniquement là-dessus. Ce qui est génial quand les prix mondiaux explosent. Voilà. Mais c'est une vulnérabilité complètement dingue quand les cours s'effondrent du jour au lendemain. Ça met le budget de l'État à genoux. C'est ça. Donc les gouvernements cherchent désespérément à diversifier tout ça. Ils veulent arrêter de subir les montagnes russes des marchés de l'énergie. Et c'est là qu'arrive notre méga entrepreneur chinois. Exactement. Soudain, cette valise de 7 milliards atterrit, et pas sous forme de prêts abstraits, mais avec des projets concrets. C'est vital pour les autorités algériennes à moyen terme. Faut bien voir que la transition énergétique mondiale, elle accélère. Ouais, La rente pétrolière, ce n'est plus une assurance vie éternelle. c'est clair, on le voit partout. Donc, les investissements chinois ciblent pile ce point douloureux avec des méga infrastructures pour diversifier l'économie. Et nos documents donnent des exemples vraiment précis là-dessus. Oui. Par exemple, le méga-projet de phosphate intégré. Ah, ce projet est fascinant. Il est géré par une société mixte, l'algérienne Chinese Fertilizer Company. Et l'ampleur du truc est folle. Ouais, on parle de 7 milliards juste pour ça, non? À lui, tout seul, oui. 7 milliards de dollars d'investissement, et on ne parle pas juste de creuser un trou pour sortir de la roche. Non, c'est un complexe industriel de classe mondiale. Mais alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Comment ça? Bah, je dois avouer que je me suis un peu perdue dans le jargon technique des rapports. Ah oui, les termes miniers. Entre le phosphate, les mines, les usines chimiques, j'essaie de comprendre la différence fondamentale pour l'Algérie sur le terrain. D'accord. Est-ce que ce projet représente une vraie nouvelle industrie diversifiée ou est-ce que on change juste de ressources à creuser? C'est une excellente question. Est-ce qu'ils ne font pas juste extraire la richesse du sol plus vite parce qu'ils ont des foreuses chinoises toutes neuves? Je vois ce que vous voulez dire. Surtout que, d'après les articles, les Chinois sont partout au quotidien. Ils font les routes, les bâtiments. N'est-ce pas juste de l'extraction déguisée en industrialisation? C'est là que la mécanique de la chaîne de valeur intervient. Expliquez-moi ça. L'objectif de cette entreprise, l'algérienne Chinese Fertilizer Company, Ouais. ce n'est surtout pas d'extraire la roche brute et de la mettre dans un bateau vers l'Asie. Ah, d'accord. Le cœur du réacteur, c'est de transformer ce phosphate chimiquement, sur place, en Algérie, Pour en faire quoi? en reproduire des engrais complexes, prêts à l'emploi, Et et ensuite les exporter. Ah, la fameuse valeur ajoutée. Voilà, vendre de la roche brute, c'est rester au bas de l'échelle. Vous subissez les prix. Vous restez dépendant des acheteurs. Mais transformer localement, c'est créer de la vraie valeur.
Pour reprendre une image simple, Allez-y. c'est la différence entre vendre de la farine au kilo ou vendre un magnifique gâteau de mariage sur 3 étages. Ah oui, la marge n'a plus rien à voir. Rien du tout. Et c'est de cette industrie de transformation dont l'Algérie a désespérément besoin. Pour créer des emplois qualifiés, des ingénieurs, des techniciens locaux. Exactement. C'est ça qui génère des revenus stables, totalement indépendants du prix du gaz. Je saisis bien la nuance, et elle est vraiment majeure en fait. Oui, La valeur intellectuelle et technique reste, du moins en partie, sur le sol algérien. en théorie, oui. Et d'ailleurs, pour que ce fameux gâteau dont vous parlez arrive aux clients à l'étranger, il faut une logistique parfaite. Ah bah la logistique, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui explique les autres projets dingues qu'on lit dans les rapports. Des projets ferroviaires stratégiques énormes. Ouais. Des lignes de train construites par les Chinois, juste pour relier ces mines isolées aux grands ports de la côte. C'est l'écosystème clé en main dont on parlait au début. Ils font la mine, l'usine chimique et le train de fret. Tout le package. C'est vraiment la signature absolue du développement chinois à l'international, la vision intégrée. Ils ne font pas juste un petit bout de rail par-ci, par-là. Non, jamais. Ils pensent en corridor complet pour que l'investissement soit rentable de A à Z. Et pour l'Algérie, c'est un levier technique inespéré. S'ils devaient concevoir et financer tout ce réseau ferroviaire et industriel seul, Oh là là. ça prendrait des décennies, non? Oh, facilement. L'injection massive d'argent chinois compresse totalement le temps de développement. C'est un bond temporel. Et c'est là que ça devient super intéressant. Pourquoi? Parce que ce bond temporel, il a un prix. Ah oui, c'est sûr. La facture ne se compte pas seulement en milliards. Si on revient à notre métaphore de la maison construite par le méga-entrepreneur, Ouais, la belle maison toute neuve. avoir une usine flambant neuve et des trains ultra rapides, c'est génial. Mais s'appuyer de manière aussi écrasante sur un seul acteur, Ça pose problème. ça soulève des questions existentielles même. Tout à fait. Et nos sources montrent bien que les économistes sont divisés. Et je précise qu'on rapporte ça de façon neutre. Bien sûr. Certains rapports disent que cette efficacité foudroyante, c'est la seule solution pour les pays en développement. C'est l'argument pragmatique, oui. Mais d'autres tirent violemment la sonnette d'alarme sur le déséquilibre de cette relation. Il y a un vrai consensus chez les analystes plus prudents là-dessus. Sur quel point exactement? Le revers de la médaille de cette vitesse, c'est le risque de créer une dépendance structurelle. En gros, on fuit l'addiction au gaz pour tomber dans l'addiction technologique à Pékin. C'est exactement le danger identifié. Les données montrent un déséquilibre commercial qui est assez préoccupant. L'Algérie importe trop de choses de Chine. Massivement. Un flux colossal de biens de consommation, d'électronique, de pièces détachées. Et ça inonde le marché algérien. Voilà. Et l'effet direct de cette inondation, c'est que ça étouffe complètement les PME locales. Ah oui, c'est logique. Comment vous voulez qu'une jeune entreprise algérienne concurrence des produits importés à des prix aussi bas? C'est impossible. Et ça mène à une contradiction énorme qui m'a sauté aux yeux dans les documents. Laquelle? D'un côté, on nous parle de co-entreprise, d'industrialisation locale avec le fameux phosphate. Oui. Mais de l'autre, on lit que les Chinois construisent absolument tout de A à Z. Ils posent les rails, construisent l'usine, amènent même leurs propres matériaux parfois. C'est vrai. Alors, je me fais l'avocat du diable. Allez-y. Si ce sont les Chinois qui font tout, comment marche l'apprentissage? Hein? Est-ce que les ingénieurs algériens apprennent réellement à bâtir ces infrastructures? C'est la grande question. Ou est-ce que l'Algérie loue juste des bras pour les travaux manuels et des cerveaux chinois pour assembler un kit préfabriqué? C'est comme acheter une Formule 1 sans avoir le droit de regarder sous le capot. Ouais, c'est une très bonne image. Le jour où un capteur tombe en panne, vous êtes bloqué sur le bord de la route. Vous devez attendre que le mécanicien arrive par avion de Shanghai. Ça soulève peut-être la question la plus importante de toute notre analyse aujourd'hui, en fait. Laquelle? La mécanique de l'échec du transfert de compétences. C'est un vrai concept, ça. Oui, les rapports l'expliquent super bien. Construire l'usine d'engrais, d'accord, c'est super. Ouais. Mais comment elle est gérée une fois finie? Souvent, l'ingénierie complexe, les logiciels de contrôle, ça reste des boîtes noires. Des trucs propriétaires fermés. Exactement. Contrôlés par des techniciens étrangers. Mais pourtant, il y a beaucoup d'Algériens qui travaillent sur ces chantiers, non? Oui, massivement même. Mais ils sont souvent relégués à des tâches d'exécution. De la maçonnerie, de la logistique de base. Voilà. Le savoir-faire profond, la conception intellectuelle de l'infrastructure, ça ne ruisselle pas. Donc si la prochaine mise à jour du serveur industriel nécessite d'appeler Pékin, Votre souveraineté économique n'est pas avancée d'1 millimètre. c'est limpide. Et c'est terrifiant. Le risque d'une relation purement consumériste est immense, en fait. On achète l'usine, mais on n'acquiert pas la science de l'usine. Et on le voit bien dans les appels d'offres.
Les conglomérats chinois raflent presque tout parce qu'ils sont imbattables sur les délais, Imbattable sur les coûts aussi. ce qui crée un vide total. L'industrie locale de la construction n'a plus l'espace pour obtenir de gros contrats. Et sans contrat, ils ne peuvent pas faire d'erreurs, apprendre et grandir. C'est un cercle vicieux. C'est pour ça que les autorités algériennes jouent un rôle de funambule en ce moment. C'est un défi systémique de dingue. Parce que dans 20 ans, le succès ne se mesurera pas au nombre de tonnes de phosphate exportées. Ni au kilomètre de rails posés. Non, le seul indicateur valable, ce sera la capacité de l'État à forcer l'intégration de son économie dans ses projets. Forcer l'intégration, c'est-à-dire concrètement. Négocier dur, imposer des quotas d'embauche locales pour les postes de direction et d'ingénieurs en chef, D'accord. exiger des partenariats de recherche avec les universités algériennes, obliger la production de certaines pièces sur place. Transformer cet argent étranger en moteur de savoir-faire local. C'est ça. Sauf que le temps presse, et ça rend la négociation super compliquée. C'est sûr que l'horloge tourne. Le monde n'attend pas, la fin du pétrole roi approche à grands pas. C'est une menace vitale pour eux. Ils n'ont pas le luxe de prendre 50 ans pour développer une industrie lourde tout seuls dans leur coin. Donc dans cette urgence absolue, l'offre de Pékin, avec ses milliards et sa rapidité, C'est irrésistible. C'est une bouée de sauvetage en or, massif. mais une bouée attachée à un câble technologique très très solide, tenu fermement en Asie. Ouais. Et d'ailleurs, les documents soulignent que la stratégie de la Chine est super constante là-dessus. Ils ont bien compris le marché. Ils ont vu le vide laissé par les banques occidentales traditionnelles. Le FMI, la Banque mondiale, etc. Beaucoup de pays, pas juste en Afrique du Nord, en ont marre des lenteurs occidentales. Des années pour valider un pauvre projet de route. Avec des conditions politiques complexes en plus. Alors que la diplomatie économique chinoise, elle, est hyper pragmatique, très rapide, axée sur la construction physique pure. C'est fascinant. Donc si on prend un peu de recul sur cette exploration, Faisons le bilan, oui. le tableau global montre un équilibre hyper précaire. D'un côté, on a ce levier financier et technique colossal. Les fameux 7 milliards. Oui, l'usine géante d'engrais, les trains, de vraies armes lourdes pour enfin briser les chaînes de la dépendance au gaz. Une fenêtre d'opportunité industrielle assez unique dans le monde aujourd'hui, en fait. Mais de l'autre côté de la balance, la menace du piège structurel clignote en rouge. Le défi de la souveraineté. C'est ça. Ne pas fuir les caprices du baril de pétrole pour finir ligoté par les importations chinoises et des technologies verrouillées de l'extérieur. Le nerf de la guerre, ce sera vraiment la capacité d'absorption technologique du pays. C'est ce qui nous ramène à notre point de départ, cette jolie maison construite par le méga-entrepreneur. Ouais, on boucle la boucle. Et au-delà de l'Algérie, cette dynamique nous pousse à réfléchir plus loin. Ça préfigure le monde de demain avec ses corridors géants. Ce sont les grandes batailles économiques du futur qui se jouent là. Et c'est justement ce qui m'amène à une petite pensée finale pour notre auditoire. Je vous en prie. On a beaucoup parlé de sortir du pétrole aujourd'hui. Mais regardez bien la prochaine grande ruée mondiale. Les minerais critiques. Exactement. La course aux minerais pour l'énergie verte, les batteries électriques. Une immense partie de ces ressources est en Afrique. C'est vrai. Si les nations riches en ressources n'arrivent pas aujourd'hui à imposer des transferts de technologie sur des routes ou du phosphate, Oui. réussiront-elles à devenir des acteurs autonomes de l'énergie verte ? Ou bien est-ce qu'elles réaliseront qu'elles ne sont devenues que de gigantesques stations-service modernes ? Des simples points de transit. Des points de transit sur une route commerciale mondiale dont le vrai boss contrôle les feux rouges depuis l'autre bout de la planète. C'est une excellente réflexion. Une réflexion profonde qu'on laisse à l'appréciation de quiconque écoute. Bonne réflexion à tous et à bientôt.